T'as vu ce qu'ils font? Comment ils ont eu cette idée? C'est génial! Tu crois qu'on va me prendre au sérieux? Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan. Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain. Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la Nef. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prêt à tout? C'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la Nef qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je travaille comme banquier itinérant à la Nef en Île-de-France. Et aujourd'hui, pour cet épisode de Prêt à tout, je suis allé retrouver Maëlle Chouadra, la fondatrice de Félis. Bonjour Maëlle. Bonjour Antoine. La Nef avait donc financé la société Félis en 2019. Et donc aujourd'hui, pour l'enregistrement, nous sommes situés à l'Atrium, qui est une pépinière d'entreprise à Montreuil, en région parisienne, et qui est plutôt orientée vers des structures de l'ESS. Des structures qui sont engagées sur le territoire Est Ensemble. D'accord. Donc la collectivité territoriale Seine-Saint-Denis. dont fait partie Montreuil. Alors, pour commencer, Maëlle, je voulais vous demander quelle était l'activité de Félis et si vous pouviez nous donner quelques éléments, quelques chiffres sur celle-ci. Donc Félis, on est une activité d'hospitality management. Donc l'hospitality management, c'est tous les services qu'on peut apporter aux salariés sur leur lieu de travail et qui sont connexes à leur vie professionnelle. Par exemple, on va proposer des services d'accueil de visiteurs, on va proposer des services de conciergerie, on va gérer des salles de sport, des espaces bien-être, organiser des animations, des events. Vraiment, l'idée, c'est de créer de la vie, créer du lien sur le lieu de travail. Et aujourd'hui, vous travaillez avec sur combien de lieux différents ? Alors, nous sommes sur 10 sites. On a des sites essentiellement en Île-de-France et un premier site à Bordeaux. Nos clients, ce sont soit des propriétaires d'immeubles de bureaux qui nous sollicitent pour apporter des services dans leurs immeubles qui seront ensuite loués à des entreprises, soit directement des entreprises comme Danone ou Guerlain qui font appel à nous sur une partie de nos prestations. En l'occurrence, là, c'est sur la conciergerie d'entreprise pour leurs salariés. On a une vingtaine de salariés et on est en plein développement. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure qui était du coup un changement d'activité par rapport à votre activité professionnelle précédente ? Oui, tout à fait. Alors, à la fois, c'est un changement et pas vraiment un changement parce que moi, je viens du monde des ressources humaines. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans des grands groupes très structurés de l'industrie automobile. Et je me suis toujours beaucoup intéressée, d'une part, à l'emploi, à l'insertion, à l'accompagnement vers l'emploi, le développement des compétences. C'était vraiment mon dada, mais également à l'environnement de travail. Et pour moi, travailler dans un environnement convivial, chaleureux, où on va créer du lien, on ne va pas parler de travail toute la journée, on va aussi parler de choses un peu plus personnelles. Ça contribue au bien-être au travail et au mieux vivre ensemble. Et donc, quand à l'aube de 45 ans à peu près, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie sur les 20 prochaines années. J'ai eu envie de créer une entreprise. Et vraiment, c'était un projet de création d'entreprise à la base. Mais tout naturellement, je me suis orientée vers l'environnement de travail, vers la prestation de services et vers une activité qui favorise la création d'emplois. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve exactement là-dedans, avec une dimension RH très forte, puisque avec nos 20 salariés, ça représente 70% de nos coûts. Nous,
on recrute des gens pour après les mettre à disposition de nos clients. Donc, à la fois, c'est un changement, mais pas tant que ça. Il y a tout mon savoir-faire précédent et de nouveau sollicité, quoi. Et dans cette nouvelle fonction de chef d'entreprise, il y a des nouvelles tâches, missions qui vont peut-être s'ajouter par rapport à ce que vous pouviez faire précédemment, et notamment ce qui va concerner la gestion financière. Tout à fait. Je me demandais comment est-ce que l'apprentissage de ces nouvelles tâches, missions, s'était passé pour vous. Alors, j'avais aussi comme souhait de vraiment aller vers une entreprise à impact. Une entreprise qui allait avoir justement un modèle économique, financier qui soit vertueux et qui soit inclusif, qui permette à tout le monde de vivre raisonnablement. Voilà. Donc, je me suis formée et j'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation sur les aspects financiers en entrepreneuriat social à Dauphine. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en parallèle de ma dernière année d'emploi. Et ça a été très important pour moi. Et ensuite, j'ai continué à apprendre au quotidien sur les aspects financiers, mais aussi sur plein d'autres aspects, au contact des gens que j'ai rencontrés, que ce soit un banquier, que ce soit une comptable, que ce soit mes clients aussi, il y a toujours un aspect financier dans nos négociations. Et donc, on apprend beaucoup sur le tas aussi. Ok. Et je me souviens donc que vous aviez fait appel, vous, à un expert en gestion financière. Sur quels aspects est-ce que cette personne vous avait accompagné ? Alors, peut-être que c'était issu de mon expérience industrielle, mais j'avais besoin d'avoir un support en contrôle de gestion. C'est-à-dire que j'avais tout à fait conscience que la comptabilité, c'est un sujet très important. Pour moi, c'est assez réglementaire aussi. Et c'est en fait la vie de l'entreprise telle qu'elle s'est déroulée dans le passé. Mais se lancer dans la création d'entreprise, c'est vraiment un saut dans le vide. Et il y a tellement de choses nouvelles qu'on va devoir apprendre et qu'on ne maîtrise pas. Et je voulais qu'au moins sur le plan financier, avoir un minimum de visibilité. Donc oui, j'ai fait appel à une contrôleuse de gestion avec qui on a construit un business plan, des budgets. Et donc, avant de commencer, même à l'époque, j'étais toute seule, j'avais personne avec moi, mais je savais déjà que je pouvais dépenser 3 000 € sur la communication, 4 000 € sur les déplacements. Je m'étais créé des budgets et je savais déjà que si je respectais ces enveloppes de dépenses, j'allais pas aller dans le mur. Et c'était très rassurant pour moi d'avoir cette vision-là avant de commencer. Et même encore maintenant, c'est fondamental de pouvoir anticiper non seulement les 6 prochains mois, mais même 1 an, 2 ans, 3 ans, de savoir où on va et qu'est-ce qu'on peut dépenser pour quel résultat. Et c'est quelque chose que vous auriez pu faire seul, c'est-à-dire c'était plutôt un gain de temps que cet expert vous apportait, ou il y avait vraiment un sujet de connaissances, de compétences que vous n'aviez pas à ce moment-là et qui était nécessaire d'y recourir par l'intermédiaire d'une personne compétente sur ce sujet? Alors moi, je trouve que toute seule, je m'en serais pas sortie. Parce que d'une part, il y a quand même un peu de technicité. Faut construire les tableaux Excel, faut qu'ils soient fiables, faut que les chiffres qui sortent soient bons. Donc, faut passer du temps à les vérifier. Déjà, c'est chronophage, c'est très méticuleux, c'est assez précis, technique. Moi, je suis quelqu'un de créatif. Il y a un moment, rentrer dans le détail du détail, je ne suis pas forcément la meilleure personne placée pour ça. Ensuite, il y a un savoir-faire, de savoir financièrement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, j'ai suivi une formation, moi, financière, pour pouvoir lire, comprendre, savoir de quoi on parle, mais je suis incapable de le faire toute seule. Et puis aussi, il y a une régularité qui est importante parce qu'il faut être vraiment très régulier sur ce genre de travail, c'est-à-dire que tous les mois, il faut regarder ce qu'on a dépensé, où on va, etc. Et avoir cette régularité, faut que quelqu'un de l'extérieur, on ait ce rendez-vous mensuel et vous ramène à ces sujets-là, c'est important. Parce que sinon, quand on est dans la création d'entreprise, ça va partir dans tous les sens. Et ça part dans tous les sens nécessairement. On va faire du marketing, on va faire de la com, on va faire du réseau, on va faire des ressources humaines.
voilà, et on apprend à se former, on va chercher des clients. Voilà. Donc, pour moi, c'était important d'avoir cet appui-là. C'est le seul, d'ailleurs. J'ai investi... dès le début, bon, il faut une comptable, hein, une comptable quand on crée son entreprise. Mais moi, j'ai cherché à avoir aussi cette contrôleuse de gestion en plus, qui venait me guider au moins sur cette première année. Parce que l'expert comptable avec qui vous travaillez n'avait pas dans ses missions le suivi quotidien ou régulier, en tout cas de la trésorerie ou en tout cas du suivi court terme de l'activité. Non, le comptable récupère les pièces comptables, vous fait votre comptabilité, vous dit ce qui s'est passé. Bon, moi, je m'entends très très bien avec ma comptable, ça se passe très bien. Simplement, on n'a pas forcément des points mensuels, etc. Et non, c'est pas du tout ce que j'attends d'elle, en fait. Effectivement, il y a une mission de conseil quand même, puisque il y a une certaine connaissance de justement comment comptablement on va enregistrer pour améliorer le résultat, mais c'est un résultat passé. Et le contrôleur de gestion, pour moi, a cette mission que ne fait pas l'expert comptable. Et je pense que d'autres confrères ou consoeurs créateurs d'entreprises que je croise seront d'accord avec moi. C'est-à-dire que la partie anticipation budgétaire, etc., c'est pas vraiment l'expert comptable qui va vous le faire. Et le recours à un contrôleur de gestion, du coup, ça a un coût. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représentait pour vous et comment vous avez un peu évalué l'intérêt aussi de financer ce soutien-là par rapport à ce que ça pouvait vous apporter? Et en fait, ça a un coût, ça double les frais financiers. Hein, c'est comme si on payait 2 comptables, finalement. Pour moi, c'était très important. J'étais partie avec un modèle économique où je ne me rémunérais pas pendant plusieurs années. Il fallait que ça... Il y a un moment, il faut que le salaire puisse tomber. Donc, les aspects financiers étaient quand même très, très importants. Et donc, ça me rassurait énormément de savoir où j'allais. Ça me rassure encore énormément de savoir où je vais. Je peux tout à fait collaborer, accepter toute la part d'incertitude qu'il peut y avoir dans l'entrepreneuriat, parce qu'elle est énorme quand même. On ne connaît pas forcément toujours bien ses clients, on ne sait pas si on va remporter le marché ou pas, on ne sait pas si on va recruter la bonne personne ou pas, etc. Donc il y a quand même une énorme incertitude à gérer, et humainement, c'est stressant. Mais sur l'aspect financier, au moins, je me dis, bon, là, au moins, je borde, je sais où je vais. Et si je vais dans le mur, il faut que je le sache. C'est-à-dire que si je ne peux pas anticiper, que je découvre tout d'un coup que j'ai un trou de trésorerie, non, ça ne va pas. Alors que c'est des choses... Pour le coup, c'est des choses qui sont, à mon avis, faciles à aborder. Et juste, il faut investir sur de la compétence. Donc, oui, je n'ai pas du tout hésité à le faire. Et comment vous aviez identifié cette personne qui vous a accompagné? Comme beaucoup de fois, souvent, c'est le réseau. En l'occurrence, c'est par mon réseau. Je la connaissais, cette personne, pour avoir collaboré avec elle. Elle était elle-même aussi en train de lancer son activité. Et je savais qu'elle était... je l'avais vue travailler en tant que contrôleuse de gestion et que c'était quelqu'un de très efficace. Et puis aussi, il y a le fit, quoi, la relation humaine qui était très chouette, très, très cordiale. Et ça, c'est très important aussi, hein, parce que faut pouvoir parler de son activité, il faut que la personne, le financier, on ne parle pas que de chiffres en fait, on parle de l'activité, des enjeux qu'on a, etc. Et c'est quelqu'un d'empathique qui va être à votre écoute, donc ce contact humain est très important. Donc là, moi j'avais la chance de savoir que d'un point de vue technique c'était ok, et d'un point de vue humain on s'est très bien entendu, donc ça s'est très très bien passé. Ok. Et si vous deviez donner un conseil pour un porteur de projet qui... n'avait pas exercé précédemment un métier qui nécessitait des compétences de gestion financière et qui se lance dans une aventure entrepreneuriale comme vous, quel conseil vous pourriez lui donner? Bien, moi, je recommanderais vraiment à 200% Enfin, moi, je pense que ça m'a énormément aidé d'avoir Lucille, c'est le contrôleur de gestion, et aussi une super comptable, hein, d'avoir ces 2 personnes à mes côtés pour avancer sereinement et me concentrer sur plein d'autres sujets.
Donc je recommanderais vraiment de ne pas hésiter à investir sur cette partie conseil. Et puis surtout, c'est une façon de se former soi-même. Alors, on peut se former tout seul. Il y a des MOOC, il y a ce podcast qu'on entend actuellement, où il y a même des formations qui sont proposées. Il y a plein de dispositifs de formation dans les incubateurs, etc. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est important de connaître un certain nombre d'avoir des réflexes financiers. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir sur du conseil financier, parce que le reste, que ce soit du marketing, que ce soit aller sur un salon, etc., en tout cas, personnellement, ça m'était plus accessible. Je me suis plus débrouillée toute seule sur ces aspects-là, même sur le commercial, alors que je suis une DRH. Mais comme c'est pas mal de relationnel et tout ça, ça me paraissait beaucoup plus accessible. Si les auditeurs de ce podcast, qui sont des porteurs de projets ou des entrepreneurs, des sociétaires de la nef ou des salariés ou des épargnants même, qui souhaitent d'une certaine manière vous aider, soutenir Félice, est-ce qu'ils pourraient le faire? Et si oui, comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Alors oui, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Ils peuvent parler de nous dans leur entreprise s'ils sont salariés, effectivement, et puis proposer nos services au sein des entreprises dans lesquelles ils sont salariés, nous contacter. Aujourd'hui, Félice, c'est une entreprise, une SASU, qui a un statut ESS, mais qui a un capital type traditionnel. Mais donc, dans ces cas-là, oui, parler de nous, je pense que c'est la meilleure chose. Nous, on mettra le lien sur le site internet dans les références de l'épisode. Donc, super, si merci. Les auditeurs veulent aller voir, ils pourront. Eh ben, merci Maëlle pour cet échange très intéressant. Et puis, très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la nef. Pour certains, le suivi économique et financier peut s'apparenter à une contrainte. Pour d'autres, à la clé de toutes les décisions. Quoi qu'il en soit, c'est un suivi essentiel pour assurer la viabilité d'une entreprise. Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés pour formaliser sous forme chiffrée l'activité d'une entreprise. Des indicateurs économiques et financiers qui suivent les résultats, les coûts et la trésorerie. C'est sur ceux-ci que nous allons nous concentrer. Des indicateurs physiques qui mesurent la qualité des produits, le traitement des commandes, la logistique, etc. Des indicateurs humains chargés de mesurer la performance de certains salariés. Des indicateurs de suivi qui aident à mesurer l'avancée d'un projet. Ces indicateurs correspondent à une traduction de l'activité de l'entreprise en chiffres qui peuvent ensuite être interprétés. Ils servent d'une part à comprendre la situation actuelle de l'entreprise et d'autre part à piloter son évolution. Comprendre la situation à un moment donné est essentiel afin de pouvoir prendre toute décision. En effet, comment savoir si une décision est bonne ou mauvaise sans connaître la situation actuelle ? Par exemple, comment savoir qu'il est nécessaire d'allouer plus de temps à de la prospection commerciale si on ne sait pas où l'on se situe par rapport à ses objectifs ? Ou bien comment prendre la décision de développer un service si on ne sait pas s'il est économiquement viable ? Les indicateurs économiques et financiers permettent, eux, de piloter la rentabilité d'une entreprise et donc de favoriser sa pérennité. Parmi les principaux, on trouve les recettes, les résultats, le taux de marge, la trésorerie, le besoin en fonds de roulement et ses composantes. Conseil numéro 1. Utilisez les prévisions financières que vous avez construites pour les comparer aux réalisés de votre activité. Dès lors que vous vous adressez à un partenaire financier, que ce soit une banque pour un emprunt, un investisseur pour une levée de fonds ou un institutionnel pour une subvention, des indicateurs économiques et financiers vous seront demandés sur la situation actuelle et passée, mais aussi sur la situation à venir. De manière générale, un établissement bancaire demande les comptes passés de la structure qui sollicite un emprunt pour connaître la situation actuelle et passée, et pour la situation à venir, un compte de résultat prévisionnel, un plan de financement et un tableau de trésorerie. Les indicateurs varient en fonction du type de besoin de financement. Des indicateurs plus spécifiques à votre activité peuvent également être demandés, comme par exemple le coût d'acquisition d'un client, la rentabilité par action,
le chiffre d'affaires par mètre carré. Conseil numéro 2. Pour atteindre des objectifs économiques et financiers, détaillez-les en des indicateurs plus précis, avec des objectifs pour chacun de ces nouveaux indicateurs. On voit ainsi que la stratégie d'une entreprise est étroitement liée au suivi économique et financier. Certaines décisions stratégiques ne pouvant être prises que sur la base d'informations produites par ce suivi. Pour le réaliser, il est possible de vous appuyer sur des logiciels gratuits ou payants, dont les tarifs sont variés, ou bien sur des tableaux que vous avez vous-même construits. Pour les entreprises en B2B, un CRM peut également être utile pour suivre les encaissements et maîtriser ainsi le BFR. Conseil numéro 3. Prenez le temps de bien choisir ou de construire vos outils de suivi économique et financier. Les changer en cours d'activité peut ne pas être évident. Si les décisions stratégiques relèvent du rôle du dirigeant, la production des informations peut-elle être déléguée à un salarié ou à une personne externe. L'embauche d'une personne à plein temps sur ce poste représentant un coût significatif, cela n'est possible que pour des structures d'une certaine taille. Pour les structures en création ou de petite taille, le recours à un professionnel externe, de manière ponctuelle ou régulière, qui sera payé à l'heure ou à la journée, sera plus réaliste. Même si cela représente malgré tout un investissement financier significatif. C'est le choix qu'a fait Maëlle Chouadra en recourant à un professionnel pour la construction des outils de suivi, la production des indicateurs et pour se faire accompagner dans leur interprétation. Vous pouvez pour cela vous appuyer par exemple sur des profils de directeurs administratifs et financiers ou de contrôleurs de gestion. Votre expérience sur ce sujet peut être un élément de décision sur le recours ou non à une aide extérieure. Quoi qu'il en soit, la réalisation d'un suivi financier et économique de qualité est une condition sine qua non pour la réussite d'un projet entrepreneurial. Pour aller plus loin, les entreprises ayant comme principale raison d'être l'impact de leur activité utilisent le pilotage financier comme un moyen pour pérenniser et développer leurs actions et non comme une fin pour maximiser leur rentabilité. L'équilibre économique et financier est alors pour elles un facteur parmi d'autres pour que le projet entrepreneurial puisse profiter à toutes les parties impliquées, partenaires, clients, salariés, associés, bénéficiaires, fournisseurs, etc. Et voilà, notre épisode se termine. On remercie vivement Maëlle de Félis pour le partage de son expérience et ses précieux conseils. N'hésitez pas à continuer à nous suivre et à parler du podcast autour de vous.